Les images de surveillance montreraient plus tard le moment précis où tout a basculé pour Sophie Chen, bien qu'à cet instant, elle fut calmement assise à sa table d'angle habituelle, à la pizzeria Tony, dégustant méthodiquement une autre part de pizza margherita, tandis que ses devoirs d'algèbre s'étalaient sur la surface en formica rouge. L'horodatage indiquait 15h47 lorsque 5 silhouettes franchirent les portes vitrées, leurs mouvements coordonnés attirant son attention périphérique, même si elle restait concentrée sur ses équations du second degré. Sophie avait appris bien avant son 16e anniversaire que la survie impliquait une vigilance constante. Ayant grandi dans une famille de militaires postés sur 3 continents, elle avait appris à décrypter les situations comme d'autres adolescents lisaient les réseaux sociaux. Chaque pièce avait ses issues, chaque personne ses intentions, et chaque moment de paix recelait le potentiel d'un changement soudain. Son père, l'adjudant-chef David Chen, n'avait pas délibérément entraîné sa fille comme un soldat, mais 15 années passées à suivre les déploiements et à vivre sur des bases militaires où les briefings de sécurité mentionnaient des menaces quotidiennes avaient créé des habitudes que la vie civile ne pouvait effacer. Les 5 jeunes hommes, s'approchant de sa table, se déplaçaient avec une coordination exercée qui suggérait des répétitions antérieures. Maxime Leroy menait le groupe avec l'autorité naturelle de quelqu'un habitué à la déférence, son blouson de club sportif et ses cheveux parfaitement coiffés annonçant sa position dans la hiérarchie locale. À 17 ans, il se tenait avec l'assurance de n'avoir jamais eu à faire face à de réelles conséquences, son sourire contenant la chaleur particulière, réservée au moment où il contrôlait toutes les variables. Théo Lefebvre flanquait Maxime sur la droite, sa carrure de lutteur et ses mouvements lents annonçant une menace physique sans confirmation verbale. Mesurant près d'1,93 m, avec des mains qui semblaient capables d'écraser des objets bien plus grands que des coups d'adolescent, il représentait la capacité d'exécution du groupe. Ses difficultés scolaires étaient bien documentées. Bien que les généreuses contributions de sa famille au service des sports garantissent que ces difficultés ne se traduisaient jamais par une inéligibilité athlétique. Jordan Walsh gérait les aspects technologiques de leurs opérations, son smartphone enregistrant déjà leur approche de la table de Sophie. Plusieurs comptes de réseaux sociaux sous sa gestion avaient construit une audience impressionnante grâce à des contenus qui documentaient l'humiliation des élèves qui ne comprenaient pas les hiérarchies sociales du lycée Saint-Martin. Ses parents croyaient que son expertise numérique mènerait à des carrières lucratives dans le marketing, ignorant que ses compétences se concentraient sur la destruction plutôt que la création. Alex Morrison officiait comme spécialiste psychologique du groupe, ses cours de psychologie avancée fournissant une couverture académique pour étudier des techniques de manipulation qu'il appliquait avec une précision clinique. Son approche douce et son empathie apparente attiraient des informations des cibles avant qu'elles ne réalisent qu'elles fournissaient des munitions pour de futures attaques. Le cabinet de sa mère, thérapeute agréée, lui avait donné accès à une littérature professionnelle que la plupart des adolescents ne rencontraient jamais. Kevin Price représentait l'élément imprévisible du groupe, son besoin désespéré d'acceptation le rendant prêt à franchir des limites que même les autres trouvaient inconfortables. Son imprévisibilité découlait de la peur plutôt que de la confiance, créant une dangereuse combinaison d'imprudence et de sacrifiabilité qui le rendait utile pour des opérations nécessitant une dénégation plausible. Le couple âgé près de la fenêtre continuait ses mots croisés sans lever les yeux, tandis que les 5 élèves formaient un demi-cercle lâche autour de la table de Sophie. L'homme d'affaires menant des négociations animées sur des projections trimestrielles via son téléphone ne montrait aucune conscience de la situation en développement. La mère, empêchant son bambin de grimper dans l'aire de jeu, restait concentrée sur les défis parentaux immédiats plutôt que sur la dynamique sociale adolescente qui se déroulait 3 tables plus loin.
Sophie posa sa part de pizza avec la même précision mesurée qui caractérisait tous ses mouvements, ses mains restant visibles sur la surface de la table, tandis que son dos maintenait une posture militaire contre le rembourrage de la banquette en vinyle. Sa respiration suivait le rythme en 4 temps que son père lui avait enseigné pour gérer le stress. Une technique qui lui avait bien servi lors de leurs affectations dans des installations où les alertes de roquettes étaient des événements hebdomadaires. Le coup d'essai de Maxime suivait le script qui s'était avéré efficace contre les cibles précédentes, son ton soigneusement modulé pour suggérer la générosité plutôt que la menace. « Sophie, n'est-ce pas? Je suis Maxime Leroy, président du conseil des élèves. Nous avons remarqué que tu déjeunais seul, et personne ne devrait se sentir isolé dans notre communauté. » Son introduction portait le poids d'une notoriété locale, conçue pour impressionner plutôt que pour intimider. « Pourquoi ne viendrais-tu pas te joindre à notre table demain? Nous te présenterons aux bonnes personnes, te ferons visiter la ville, t'aiderons à t'installer correctement. » La contribution de Théo renforçait les capacités de protection du groupe tout en faisant allusion aux conséquences pour ceux qui rejetteraient leur amitié. « Mon père possède la salle de sport Lefebvre en centre-ville. Abonnement complet, séances d'entraînement personnel, accès aux bons équipements. Les enfants de militaires apprécient généralement de rester en forme pour le combat et nous prenons soin de nos amis. » Le message sous-jacent suggérait que l'amitié s'accompagnait d'avantages concrets, tandis que l'opposition pouvait entraîner des opportunités manquées. L'approche de Jordan était axée sur l'intégration aux réseaux sociaux, son téléphone affichant le profil Instagram, plutôt discret de Sophie Chen, tandis qu'il parlait. « Je pourrais te rendre célèbre localement. 1000 abonnés facilement, des connexions avec tous les comptes influents, des invitations aux soirées qui comptent vraiment. » Les vidéos de transformation de nouvelles arrivantes deviennent toujours virales, et tu as le look pour ça. Ses doigts défilaient sur des images filtrées de sujets précédents, leur ascension sociale clairement documentée par les métriques d'engagement et le nombre d'abonnés. Alex ciblait les vulnérabilités émotionnelles avec une empathie rodée, sa voix portant une précision clinique déguisée en préoccupation sincère. Le stress de la transition est incroyablement courant chez les enfants de militaires. J'en ai lu des choses dans mes cours de psychologie. Mes parents ont des contacts dans plusieurs universités, des opportunités de bourse, des systèmes de soutien académique. Les filles intelligentes comme toi ne devraient pas avoir à lutter seules quand de l'aide est disponible. Les incitations financières s'intensifièrent tout au long de la semaine suivante, chaque offre s'accompagnant d'une pression croissante et d'une subtilité décroissante. Une paire de chaussures de sport à 200 € apparut comme cadeau de bienvenue, suivi d'invitations à une virée shopping de 500 € dans les quartiers chics de Paris. La robe de soirée pour la fête de fin d'année à 300 €, choisie par la petite amie de Jordan, soucieuse de la mode, représentait le point culminant de leur campagne de générosité, son label de créateur suggérant une élévation sociale plutôt qu'une œuvre de charité. Les réponses de Sophie Chen conservaient une politesse d'entraînement militaire tout en repoussant leurs avances avec une courtoisie enrobée d'acier. « Merci de penser à moi, mais je me débrouille très bien toute seule », devint sa réponse standard, prononcée avec une autorité respectueuse qui n'offrait aucune ouverture à une persuasion ultérieure. Elle continua de manger sa pizza avec une précision mécanique, ses devoirs d'algèbre restant étalés sur la table comme un périmètre défensif, son langage corporel projetant un désintérêt poli plutôt que de la gratitude. Le passage à la guerre psychologique commença lorsque la générosité ne réussit pas à obtenir d'obéissance, se tournant vers des tactiques d'isolement social qui avaient brisé des cibles plus fortes lors de campagnes précédentes. Les conversations chuchotées s'interrompaient lorsque Sophie Chen s'approchait de groupes d'élèves, les invitations disparaissaient mystérieusement lorsque son nom entrait en discussion, et les rencontres fortuites dans les couloirs devenaient des exercices d'évitement élaborés.
Jordan coordonnait l'assaut numérique depuis son centre de commande en chambre, une installation qui rivalisait avec les opérations de streaming professionnelles, avec plusieurs moniteurs affichant des logiciels de deepfake capables de générer du contenu audio et vidéo convaincant à partir d'un matériel source minimal. Les algorithmes d'intelligence artificielle ne nécessitaient que 30 secondes de discours enregistrés pour créer des conversations entièrement fabriquées qui semblaient authentiques aux observateurs occasionnels. La première preuve fabriquée apparut simultanément sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Des photographies soigneusement mises en scène de Sophie Chen mangeant seule, superposées à une musique mélancolique et à des légendes suggérant le rejet social. Quand tu es trop bizarre pour avoir des amis, accompagné d'émojis pleurant de rire, accumula 143 vues et 52 partages en 2 heures. Le réseau de comptes secondaires de Jordan amplifia le contenu sur les groupes Facebook de parents et les cercles de réseaux sociaux d'enseignants, créant une chambre d'écho de consensus fabriquée sur le statut de paria de Sophie Chen. La guerre psychologique d'Alex ciblait sa situation familiale avec une précision chirurgicale, propageant des rumeurs soigneusement élaborées sur les familles de militaires en difficulté financière. Il suggéra que le déploiement outre-mer de l'adjudant-chef David Chen indiquait une action disciplinaire plutôt qu'une nécessité opérationnelle, semant le doute sur la capacité de sa mère à maintenir la stabilité de leur foyer. Les ragots se répandirent dans les salles des professeurs et les cercles sociaux de parents, créant des toiles de perception négatives qui s'étendaient bien au-delà des interactions entre élèves. Les rejets à la table du déjeuner commencèrent le mercredi suivant, avec des places auparavant disponibles soudainement réservées aux élèves des classes supérieures. Les élèves qui avaient eu des conversations décontractées avec Sophie Chen dans les couloirs évitaient désormais le contact visuel, leur malaise suggérant qu'ils avaient reçu des avertissements concernant les coûts d'association. L'isolement social créa des marqueurs de stress visibles que Sophie Chen tenta de masquer par une concentration accrue sur ses performances académiques. Maria Santos remarqua le schéma lors de la visite de Sophie Chen à la pizzeria Tony le jeudi après-midi. La responsable de car de 23 ans reconnut les dynamiques des familles de militaires de sa propre enfance en tant qu'enfant de militaire de l'armée de l'air, les calendriers de déploiement de son père, lui ayant appris à identifier la solitude particulière qui accompagnait les déménagements constants et la reconstruction sociale. Elle comprit comment les enfants de militaires apprenaient à paraître autonomes, tout en aspirant à des connexions adolescentes normales. « Hé, Sophie Chen, j'ai observé comment tu gères ces jeunes d'ici, » dit Maria pendant un moment calme entre les services du déjeuner et du dîner. « Mon père était militaire aussi. Je reconnais ta façon de t'asseoir, ta façon d'observer tout. Ce ne sont pas juste des adolescents méchants. C'est du harcèlement coordonné et tu vas avoir besoin d'alliés qui comprennent ce à quoi tu fais face. » Le passé militaire de Maria créa une compréhension instantanée qui transcendait les différences d'âge, sa reconnaissance de la conscience tactique de Sophie Chen apportant la validation que quelqu'un d'expérimenté appréciait son approche disciplinée face aux défis civils. La conversation révéla que la routine méthodique et la conscience situationnelle de Sophie avaient attiré l'attention positive de quelqu'un qualifié pour en reconnaître la signification. La phase de guerre institutionnelle représentait une escalade ciblant la stabilité de Sophie par des voies officielles, démontrant la compréhension sophistiquée du groupe en matière de manipulation bureaucratique. La directrice Amandine Fournier reçut des courriels anonymes détaillant des inquiétudes concernant les problèmes d'adaptation de Sophie Chen et les signes potentiels de troubles comportementaux liés à un traumatisme. Les messages provenaient de comptes Gmail professionnellement élaborés, créés spécifiquement pour des communications officielles, leur ton formel suggérant une inquiétude parentale légitime plutôt qu'un harcèlement coordonné. La docteure Patricia Moreau, psychologue scolaire et mère d'Alexis,
programma des séances de conseil obligatoires basées sur ses préoccupations communautaires, ses qualifications professionnelles servant de couverture à ce qui s'apparentait à une collecte de renseignements sur l'état psychologique et les circonstances familiales de Sophie. L'avis de rendez-vous présentait les rencontres comme un soutien en santé mentale plutôt qu'une mesure disciplinaire, créant des traces administratives suggérant une responsabilité institutionnelle plutôt qu'un harcèlement ciblé. Des campagnes de pression économique ciblèrent la famille Chen par de multiples vecteurs conçus pour forcer leur déménagement, sans créer de schéma de harcèlement évident. La conseillère municipale Victoire Dubois initia une révision complète des indemnités de logement militaire dans les communautés civiles, se demandant si les familles des bases militaires bénéficiaient d'une surveillance appropriée lorsqu'elles vivaient hors de l'installation. Le langage bureaucratique masquait des attaques directes contre la stabilité financière des familles militaires tout en maintenant des justifications de politique publique plausibles. L'adjudant-chef Chen reçut une notification de sélection aléatoire pour des affectations supplémentaires nécessitant des heures prolongées et une disponibilité le week-end, éliminant de fait sa capacité à soutenir sa famille pendant leur crise. Le timing coïncidait parfaitement avec les problèmes scolaires de Sophie, créant un stress maximal sur les ressources familiales et la capacité de prise de décision. Ses obligations militaires l'empêchaient d'enquêter ou de répondre aux campagnes de harcèlement civil ciblant sa fille. La mère de Sophie perdit son poste à temps partiel au centre médical local lorsque les exigences de réduction d'effectifs nécessitèrent la diminution du personnel non essentiel, un licenciement qui survint 3 jours après des plaintes anonymes concernant l'influence perturbatrice de sa famille sur la stabilité du lieu de travail. L'administrateur de la clinique exprima de sincères regrets, tout en expliquant que les retours des patients et les préoccupations du personnel avaient requis des décisions difficiles en matière de personnel, bien que la nature spécifique de ces préoccupations restât soigneusement non spécifiée. L'agent Michel Dubois partagea des renseignements recueillis via des réseaux informels d'application de la loi, révélant que des campagnes de pression économique similaires avaient forcé 19 familles militaires à demander des mutations ou une libération anticipée au cours des 18 derniers mois. Le schéma suggérait un ciblage systématique plutôt que des incidents isolés, bien que la documentation restât toujours dans des limites légales qui empêchaient toute poursuite réussie. Nous savons ce qui se passe, mais prouver la conspiration exige des preuves qu'ils sont trop intelligents pour laisser derrière eux, expliqua Dubois lors d'une conversation informelle avec Marie Durand. Ces jeunes bénéficient de conseils d'adultes qui leur apprennent à opérer juste à l'intérieur des limites légales, tout en détruisant des vies par la pression institutionnelle. La révélation qu'elle était confrontée non pas à une cruauté adolescente aléatoire, mais à des opérations sophistiquées conçues pour purger la communauté de l'influence militaire, transforma la compréhension de Sophie de sa situation. L'entraînement de son père en contre-espionnage lui fournit le contexte pour reconnaître les tactiques de guerre asymétriques, bien que les règles d'engagement civil limitassent sévèrement ses options de réponse. Gavin Petit approcha Sophie pendant l'étude surveillée du vendredi après-midi avec une énergie désespérée, suggérant que sa position au sein du groupe dépendait de la réussite de la mission. Sa préoccupation fabriquée concernant les plans dangereux de ses amis pour cette soirée contenait suffisamment de peur authentique pour indiquer qu'il avait été exclu des dernières étapes de planification. Il prévoit quelque chose à la pizzeria Tony vers 17 heures qui pourrait mettre tout le monde dans de sérieux ennuis, murmura-t-il avec une urgence théâtrale. Retrouve-moi d'abord sur le parking. Peut-être pourrons-nous trouver une solution avant qu'il n'arrive. Son positionnement, en tant qu'initié réticent, apporta de la crédibilité aux renseignements qui servaient les objectifs stratégiques du groupe, tout en créant une pression temporelle artificielle qui décourageait une analyse minutieuse. Sophie
reconnu les tactiques de manipulation classiques issues de l'entraînement de son père à la résistance à l'interrogatoire, comprenant que l'approche offrait des informations en échange de la conformité tout en établissant une fausse urgence qui empêchait une réflexion approfondie. Cependant, elle avait besoin de comprendre leur planification opérationnelle pour monter une défense efficace contre toute confrontation qu'ils avaient orchestrée. « Quel genre de problème prévoient-ils » demanda-t-elle avec un intérêt soigneusement mesuré, son langage corporel suggérant de l'inquiétude plutôt que de la suspicion. Le soulagement de Kevin face à son apparente coopération révéla sa peur de retourner les mains vides auprès de Maxime, confirmant que son rôle impliquait la collecte de renseignements plutôt qu'une autorité décisionnelle. Jordan a parlé de diffuser en direct quelque chose qui prouve que tu es dangereuse, et Théo a mentionné d'apporter du matériel d'autodéfense. Je pense qu'ils veulent te provoquer pour que tu aies l'air instable devant la caméra, afin que tout le monde te voie comme une menace pour la sécurité des élèves, révéla Kevin, sa confession fournissant des renseignements tactiques sur leur stratégie de documentation et la préparation de leurs armes. Le déroulement du vendredi après-midi se précisa tandis que Sophie Chen traitait les informations de Kevin à travers les cadres d'analyse tactique que son père lui avait enseignés. Leur plan exigeait sa présence physique à la pizzeria Tony, impliquait une documentation vidéo pour leur protection légale et incluait des armes qui justifieraient des mesures défensives. La mise en scène indiquait qu'ils étaient passés du harcèlement à un piège, créant des scénarios où toute réaction de sa part servirait leurs objectifs narratifs. Sophie Chen accepta de rencontrer Kevin tout en se préparant mentalement à des opérations de combat, sa décision découlant d'une nécessité opérationnelle plutôt que de la confiance. Elle reconnaissait que la collecte de renseignements exigeait d'accepter des risques calculés, et la rencontre sur le parking offrait des opportunités d'évaluer toutes leurs capacités avant de s'engager dans ce qui s'apparentait à une guerre psychologique déguisée en confrontation adolescente. Le parking de la pizzeria Tony, à 5h15, contenait exactement les éléments tactiques que Sophie Chen avait anticipés. Kevin se tenait seul près de l'entrée avec une énergie nerveuse authentique, des caméras de sécurité positionnées pour capturer les véhicules approchant, et de multiples lignes de vue permettant une observation dissimulée du lieu de rendez-vous. Elle gara la Renault Clio de sa mère, moteur tournant et porte-conducteur déverrouillé, maintenant des options d'évasion tout en s'approchant de la source de renseignement. « Sophie Chen, Dieu merci, tu es venue !» Le soulagement de Kevin semblait authentique tandis qu'il jetait des coups d'œil répétés vers l'entrée du restaurant. « Ils m'ont payé 300 € pour te faire venir ici, mais je ne peux pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils prévoient. Jordan diffuse déjà en direct pour prouver que tu es violente, Théo a des points américains dans sa veste et Alex a apporté une bombe lacrymogène. Ils veulent que tu les attaques devant la caméra pour qu'ils puissent prétendre à la légitime défense tout en ayant tout documenté. » Les renseignements tactiques confirmèrent l'évaluation opérationnelle de Sophie Chen tout en révélant des niveaux de coordination suggérant un encadrement adulte. La combinaison d'incitation financière, de documentation légale et d'armes préparées indiquait une planification qui dépassait les capacités adolescentes typiques, exigeant une réflexion stratégique plutôt que des réponses réactives. « Où sont-ils positionnés à l'intérieur ?» demanda-t-elle en scrutant les fenêtres du restaurant à la recherche de mouvements. Les réponses de Kevin fournirent des renseignements détaillés sur leur formation et le placement de leur équipement, révélant sa participation aux phases de reconnaissance avant qu'il ne développe des préoccupations éthiques quant à l'exécution de l'opération. Maxime est au comptoir, en train de commander des boissons pour avoir l'air décontracté. Jordan est à la table du coin avec son téléphone configuré pour des angles de diffusion optimaux. Théo et Alex sont dans la banquette près des toilettes où ils peuvent bloquer la sortie arrière si tu essaies de t'enfuir, expliqua Kevin, sa connaissance détaillée confirmant qu'il avait participé aux sessions de planification avant de découvrir la véritable portée de leurs intentions. Sophie Chen
traita la situation tactique avec la logique militaire froide, héritée d'années de briefing de sécurité et d'évaluation de menaces. 4 adversaires armés en position défensive, une documentation en direct servant de couverture légale pour leurs actions et une configuration physique favorisant leur positionnement par rapport à ces options de mobilité. Le scénario exigeait de transformer leur embuscade planifiée en opportunité pour des opérations de contre-espionnage qui exposeraient leur complot criminel. La salle à manger à 5h30 contenait la configuration exacte que Kevin avait décrite, avec la diffusion en direct de Jordan Walsh, déjà en cours pour 68 spectateurs, y compris plusieurs élèves du lycée Victor Hugo et des membres adultes de la communauté. Son équipement de caméra professionnelle suggérait un engagement sérieux à documenter toute confrontation qu'ils avaient orchestrée, la qualité du matériel indiquant un investissement financier significatif dans l'opération. Sophie Chen est là pour ce qui devrait être une conversation intéressante sur ses récents problèmes de comportement, annonça Jordan à son public en streaming, son commentaire conçu pour établir un cadre narratif avant que Sophie Chen ne puisse contrôler la direction de la conversation. Le chat en direct affichait des commentaires de spectateurs, s'attendant à du divertissement plutôt qu'à comprendre qu'ils étaient témoins d'une activité criminelle documentée. Sophie Chen entra avec une conscience tactique élevée au niveau de préparation au combat, sa vision périphérique cataloguant les voies de sortie, les positions des armes et les outils défensifs improvisés potentiels disponibles dans l'environnement du restaurant. L'aménagement offrait une couverture limitée, mais de multiples avantages environnementaux pour quelqu'un entraîné aux techniques de combat rapprochées. Elle s'approcha de l'installation de diffusion de Jordan avec des pas mesurés qui suggéraient une confiance calme plutôt que de l'intimidation ou de la peur, s'adressant directement à sa caméra avec la diction claire que son père lui avait enseignée pour les communications de crise. « Bonjour à tous, je suis Sophie Chen. Ces 4 élèves m'ont attiré ici en utilisant des menaces et de fausses informations. Jordan Walsh diffuse depuis le compte Jordan Streams 2024 et ils ont apporté des armes pour attaquer un mineur en direct pour du contenu sur les réseaux sociaux. » Le renversement tactique a pris Marcus Rivera et son équipe complètement au dépourvu pour une réponse qui a recontextualisé la rencontre comme une preuve documentée d'agression préméditée plutôt qu'une confrontation d'adolescents. Leur scénario supposait que Sophie répondrait défensivement à leurs accusations, fournissant du contenu qui soutiendrait leur récit de victime. Au lieu de cela, elle avait transformé leur diffusion en direct en preuves à charge contre leur propre complot criminel. Voici à quoi ressemblent des points américains quand quelqu'un les apporte pour menacer un étudiant, a poursuivi Sophie en pointant vers la poche de veste de Théo, son allure militaire attirant l'attention du public de plus en plus confus de Jordan. Le chat de la diffusion en direct a explosé de commentaires exigeant une intervention policière et exprimant leur choc face aux armes visibles utilisées pour menacer une jeune fille. « J'ai 16 ans et ces étudiants de 18 ans ont coordonné une attaque armée pour le divertissement sur les réseaux sociaux, a-t-elle annoncé avec une autorité calme qui contrastait vivement avec leur agitation évidente. Jordan a paniqué, alors que son public de diffusion en direct devenait hostile, les commentaires exigeant des explications sur la raison pour laquelle des étudiants plus âgés menaçaient une jeune fille avec des armes dissimulées. « Elle ment! Nous sommes les victimes ici !» a crié Jordan en tripotant les commandes de son téléphone, sa tentative de mettre fin à la diffusion échouant alors que 134 spectateurs commençait à enregistrer sur écran ce qui semblait être la préparation documentée d'une agression. Son expertise technique l'a abandonné sous la pression, les mêmes compétences qu'il avait utilisées pour tourmenter d'autres étudiants travaillant maintenant contre ses intérêts.
Les poings américains de Théo sont devenus visibles alors qu'il s'approchait de Sophie avec la démarche assurée de quelqu'un qui n'avait jamais rencontré de résistance réelle, son avantage physique substantiel créant un excès de confiance que l'entraînement militaire lui avait appris à exploiter. Il est temps de montrer à tout le monde ce qui arrive quand des enfants de militaires pensent être durs, a-t-il annoncé en retirant sa main de sa poche de veste, le métal brillant sous l'éclairage fluorescent alors que les spectateurs en direct haletaient et commençaient à taper les numéros de téléphone des services de police dans les commentaires du chat. La confrontation physique a duré 39 secondes, selon les horodatage des caméras de surveillance et les métadonnées de la diffusion en direct, bien que son impact psychologique ait dépassé de loin le bref échange. La posture défensive de Sophie reflétait des années d'entraînement aux arts martiaux, alors que Théo balançait ses poings américains dans un large arc conçu plus pour l'intimidation que pour l'efficacité tactique. Son mouvement de retrait et de pivot a utilisé son élan contre lui, envoyant son corps de 100 kilos sur la table d'angle avec assez de force pour éparpiller le matériel de diffusion de Jordan sur le sol. Le déploiement de gaz poivré d'Alex a touché Maxime au lieu de Sophie en raison d'une mauvaise coordination et d'erreurs de ciblage induites par la panique, créant des victimes par tir-à-mi qui ont fourni une justice karmique immédiate que les spectateurs en direct ont célébré dans les commentaires en temps réel. Les cris de douleur de Maxime ont résonné dans le restaurant alors que des brûlures chimiques affectaient ses yeux et son système respiratoire. L'ironie de la situation créant un contenu dramatique pour la diffusion accidentellement continuée de Jordan. « J'ai appelé le 17 pendant notre réunion sur le parking », a annoncé Kevin alors que des sirènes devenaient audibles au loin. Sa voix portant le soulagement d'avoir enfin choisi le bon camp dans une situation impossible. « Sophie, je suis désolé, ils m'ont menacé de me faire expulser si je ne les aidais pas, mais ce n'est pas juste. » Sa confession a fourni un témoignage établissant des accusations de préméditation et de complot contre les 4 autres participants. Sophie a maintenu sa position défensive jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre, ses mains visibles, et sa posture suggérant un entraînement professionnel plutôt qu'une expérience de combat de rue. L'agent Torres est entré avec un soutien supplémentaire et a immédiatement commencé à examiner les images de la diffusion en direct de Jordan sur sa tablette de police, la collecte de preuves étant simplifiée par leur propre documentation d'activités criminelles. « Eh bien, cela nous facilite le travail », a observé Torres en regardant l'attaque non provoquée de Théo capturée en vidéo haute définition. Agression avec arme mortelle, complot et environ 6 crimes fédéraux liés au ciblage de familles militaires. En plus, ils ont tout documenté eux-mêmes pour nous. L'intervention médicale a révélé des conséquences qu'aucun des conspirateurs n'avait anticipées lors de la planification de leur embuscade sur les réseaux sociaux. Théo a nécessité un transport à l'hôpital pour des symptômes de commotion cérébrale dus à l'impact avec la table, tandis que Maxime avait besoin de soins d'urgence pour des brûlures chimiques menaçant de dommages permanents à la vision. La crise de panique d'Alex s'est intensifiée lorsqu'il a réalisé que le gaz poivré sur son propre coéquipier en direct fournissait une preuve parfaite d'un complot criminel incompétent. L'enquête de l'agent Torres s'est rapidement étendue alors que les autorités fédérales s'intéressaient au harcèlement systématique des familles militaires, des spécialistes de la cybercriminalité du FBI, examinant les preuves de deepfake et la documentation de stalking numérique de Jordan. L'accusation de poings américains a élevé l'agression de Théo au rang de crime grave, tandis que la nature coordonnée de leur campagne suggérait des accusations de complot portant des directives de condamnation pour adultes sérieuses. Les preuves du direct ont constitué un dossier d'accusation en béton, éliminant toute possibilité de négociation de peine ou d'atténuation par des témoignages de moralité. 134 personnes ayant été témoins et enregistré une agression préméditée avec arme. La documentation vidéo a fourni au procureur de la République des preuves
étayant des accusations en vertu de plusieurs lois protégeant les familles de militaires contre le harcèlement systématique. L'affaire de la famille Chen est devenue la percée, exposant une conspiration de 18 mois visant à forcer les familles de militaires à quitter les communautés proches des installations de défense. La proviseure Foster a présenté sa démission lorsque les enquêteurs nationaux ont examiné les dossiers disciplinaires et découvert un favoritisme systématique envers les auteurs de harcèlement plutôt que leurs victimes. Le docteur Morrison a fait l'objet d'une procédure disciplinaire professionnelle pour avoir fourni une couverture psychologique aux activités criminelles de son fils. Le réseau de protection institutionnelle s'est effondré alors que chaque participant se distanciait de ce que les procureurs de la République avaient classé comme une conspiration criminelle organisée ciblant les familles de militaires à des fins commerciales. L'enquête a révélé que l'entrepreneur de la défense Summit Holdings bénéficiait systématiquement des déménagements de familles de militaires, ce qui entraînait l'annulation de contrats de logement civil et une augmentation de la demande de logement sur base qu'il gérait exclusivement. Le véritable coup de la victoire est devenu apparent au cours des semaines suivantes, la famille Chen étant confrontée à des choix impossibles entre la poursuite de la justice et le maintien de la stabilité. L'adjudant-chef David Chen a reçu des ordres de mutation pour le camp de Mourmelon dans la Marne, citant des exigences de personnel critique pour la mission qui ne pouvait être retardée par des procédures légales civiles. La loyauté institutionnelle militaire a offert une protection mais a nécessité une relocalisation géographique qui a séparé Sophie de la communauté qu'elle avait lutté pour défendre. Les représailles économiques ont continué malgré les condamnations pénales des auteurs de harcèlement, les entreprises locales exprimant des inquiétudes quant à l'embauche de quelqu'un dont la famille attirait la controverse et les complications juridiques. Les familles de militaires ont appris que la victoire devant les tribunaux civils ne garantissait pas l'acceptation communautaire ou la sécurité économique dans les zones où le sentiment antimilitaire était plus profond que ne le suggérait la politesse de surface. Le coup émotionnel s'est manifesté par la perte d'innocence de Sophie concernant les relations civilo-militaires et la découverte que ses compétences tactiques suscitaient la peur plutôt que le respect chez ses amis potentiels. Sa réputation de personne capable de violence rendait impossible les interactions sociales normales des adolescents, le prix de sa défense, incluant l'acceptation de l'isolation des relations entre pairs qu'elle avait espéré construire. Maria Santos a été promue directrice régionale, la direction de la pizzeria Tony ayant reconnu son rôle dans la protection d'une famille de militaires contre le harcèlement systématique. Son nouveau poste incluait la responsabilité de créer des programmes de soutien aux familles de militaires dans plusieurs établissements de restauration, offrant l'espoir que des actions individuelles pourraient créer un changement institutionnel malgré une résistance communautaire plus large. Le témoignage légal de Sophie a aidé à condamner 22 participants à ce que les procureurs de la République ont décrit comme la plus grande conspiration de harcèlement de familles de militaires de l'histoire de la France. Le dédommagement civil de 3,7 millions d'euros a assuré une sécurité financière mais n'a pas pu restaurer les dommages psychologiques infligés à de multiples familles sur 18 mois d'attaques coordonnées. L'arrivée d'Isabella Rodriguez au camp de Mourmelon a créé des opportunités pour Sophie de découvrir la véritable ampleur des opérations nationales ciblant les familles de militaires. Leur première conversation aux messes de la base a révélé des expériences parallèles suggérant une coordination systématique à travers plusieurs régions. Les entrepreneurs de la défense bénéficiant du déplacement des familles de militaires par le biais de campagnes de harcèlement civil. Villeneuve était notre 4e affectation en 3 ans, confia Isabella lors de leur première rencontre. Même schéma à chaque fois.
Harcèlement sur les réseaux sociaux, pression institutionnelle, représailles économiques conçues pour nous forcer à retourner dans les logements sur base où les entrepreneurs contrôlent tout, du loyer à l'entretien en passant par la restauration. Le partage de renseignements entre Sophie et Isabella a révélé 63 incidents similaires documentés à travers 15 régions, créant une image complète de la conspiration que les enquêteurs nationaux avaient eu du mal à documenter par des méthodes traditionnelles. Leur jeunesse et leur perspective d'initiés ont donné accès à des preuves sur les réseaux sociaux et à des réseaux de pairs que les forces de l'ordre adultes ne pouvaient pas pénétrer efficacement. Le partenariat entre les ayants droit des militaires est devenu une ressource de contre-espionnage qui menaçait des opérations entières conçues pour affaiblir les liens civils des familles de militaires. Les intérêts commerciaux n'avaient jamais anticipé de faire face à une résistance organisée de la part des adolescents qu'ils avaient systématiquement ciblés pour le harcèlement et le déplacement. La proposition d'Isabella d'exposer la conspiration nationale a donné à Sophie un but qui a transformé le traumatisme en avantage tactique, son expérience durement acquise devenant le fondement de la protection d'autres familles de militaires contre des attaques similaires. Le camp de Canjuers, dans le Var, est leur prochaine cible. 4 autres familles sont sous attaque coordonnée en ce moment. Il est temps de porter le combat jusqu'à eux, conclut Isabella avec une détermination tranquille caractérisant les familles de militaires qui avaient appris à mener des batailles institutionnelles. La phase finale a marqué l'évolution de Sophie Chen, passant de victime défensive à protectrice proactive, ses compétences et son expérience tactique lui offrant les outils nécessaires pour défendre d'autres familles de militaires confrontées à des campagnes de harcèlement systématique. Le coût personnel de sa victoire est devenu le fondement de la prévention d'attaques similaires contre de futures cibles, créant des réseaux de familles de militaires que les intérêts corporatifs n'avaient jamais anticipé de devoir affronter. L'ampleur de leur succès a largement dépassé la justice individuelle pour exposer des opérations systématiques conçues pour affaiblir l'intégration des familles de militaires dans les communautés civiles. Une enquête nationale a révélé une conspiration corporative s'étendant sur plusieurs régions et impliquant des centaines de participants, allant des campagnes de harcèlement menées par des adolescents à la manipulation institutionnelle par des adultes, le tout conçu pour forcer les familles de militaires à s'isoler dans des logements sur base, contrôlés par des entrepreneurs de la défense, cherchant à augmenter leurs profits grâce à des populations captives. La transformation de Sophie Chen, passant de membres de familles de militaires isolés à agentes de contre-espionnage, représentait une victoire qui transcendait la survie personnelle pour devenir une défense systématique des familles de militaires confrontées à un harcèlement civil coordonné. Sa conscience tactique et son entraînement au combat, initialement source d'isolement vis-à-vis de ses pairs civils, sont devenus des atouts protégeant d'autres enfants de militaires de la guerre psychologique déguisée en intimidation adolescente. Le réseau qu'ils ont établi a fourni des systèmes d'alerte précoces qui ont identifié les campagnes de harcèlement avant qu'elles n'atteignent des niveaux dangereux, créant des cadres protecteurs qui ont permis aux familles de militaires de maintenir leur intégration dans la communauté civile, tout en se défendant contre les tentatives systématiques de forcer leur isolement. La conspiration corporative qui avait semblé invulnérable à toute enquête adulte s'est effondrée face à la résistance organisée des adolescents même qu'elle avait ciblés pour destruction. Grâce à une documentation minutieuse et une réponse tactique, les familles de militaires ont appris à transformer les campagnes de harcèlement en preuves nationales qui ont exposé des conspirations criminelles plus larges, conçues pour tirer profit de leur déplacement. La victoire représentait non seulement la survie individuelle, mais un changement systématique qui protégeait le droit des familles de militaires à la participation communautaire civile, sans être confrontés à un harcèlement coordonné visant à forcer leur réinstallation dans des logements sur base contrôlés par des entrepreneurs.
Les réseaux de renseignement établis grâce à ces expériences ont continué à s'étendre à travers les communautés militaires, créant des systèmes de protection qui ont identifié et neutralisé les campagnes de harcèlement avant qu'elles n'atteignent leurs objectifs de déplacement des familles et d'isolement communautaire. Les conspirateurs corporatifs ont découvert que leur ciblage systématique des enfants de militaires avait créé précisément la résistance organisée capable d'exposer et de vaincre leurs opérations lucratives.